Oui. Tu me dis quand c'est bon. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la table ronde consacrée à la gestion des biodéchets. Donc, à travers les témoignages de nos intervenants et intervenantes que je vais vous présenter dans un instant, nous allons voir quelle stratégie mettre en place pour appliquer la loi efficacement sur les territoires et ainsi vous permettre d'avoir un aperçu des solutions qui existent pour réussir la généralisation du tri à la source des biodéchets. Donc, avant de démarrer, je me permets de me présenter. Donc, je suis Mathilde Borne, déléguée générale du réseau Compost Plus, et je serai donc votre animatrice pour cette table ronde aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas le réseau Compost Plus, c'est une association nationale qui rassemble des élus et des techniciens de collectivités territoriales engagées dans la collecte séparée des biodéchets et le tri à la source en général. Nos objectifs au réseau sont de plusieurs types. Donc, la première, c'est de promouvoir le tri à la source des biodéchets et en particulier leur collecte séparée, avec comme objectif prioritaire d'assurer un retour au sol des matières organiques de qualité. Notre deuxième objectif, c'est de partager les retours d'expérience entre les membres, les bonnes pratiques, à travers des échanges réguliers, des webinaires, des voyages d'études et nos journées territoire et biodéchets qu'on organise tous les 2 ans, qui sont des journées nationales consacrées aux biodéchets. Un troisième objectif aussi, c'est de mutualiser les besoins des collectivités membres à travers des groupements de commandes pour l'achat de matériel ou de services. Donc, par exemple, on a des groupements de commandes sur les bacs de collecte à cuve réductrice, sur les sacs et sur les analyses de compost. Donc, le réseau, au départ, ce sont 6 collectivités pionnières qui ont mis en place une collecte séparée dans les années 2000 environ et qui décident de créer l'association en 2011 afin de faire reconnaître la filière au niveau national. Aujourd'hui, le réseau, c'est 49 collectivités, dont, pour ne citer qu'elles, Grenoble-Alpes Métropole, Grand Lyon Métropole et le SMICVAL, donc ici présent. Et ces collectivités membres représentent plus de 15 millions d'usagers sur toute la France. C'est grâce au retour d'expérience de nos membres, grâce aux nombreuses collaborations avec nos partenaires du monde agricole, du monde associatif, des privés, des institutionnels, qu'aujourd'hui, en fait, le réseau Compost Plus participe aujourd'hui au développement et à la promotion de la filière auprès des pouvoirs publics, des élus locaux et des acteurs de l'environnement. Bon, maintenant, j'ai vraiment le plaisir d'animer cette table ronde auprès de 5 intervenants et intervenantes vraiment très engagés dans le tri à la source des biodéchets. Et donc, je vais vous les présenter. Donc, vous avez Isabelle Petiot, ici présente, qui est vice-présidente à la métropole Grand Lyon, en charge de la réduction et du traitement des déchets et de la propreté. Vous avez Véronique Berger, chef de projet de déploiement de la collecte des déchets alimentaires à Grenoble-Alpes Métropole. Nicolas Sénéchaud, au bout là-bas, qui est directeur général des services du SMICVAL. Stéphane Martinez, qui est le président fondateur de Moulineau. Et Édouard Van Eswijk, le chef de projet développement chez Moulineau. Donc, avant de donner la parole à nos 5 intervenants, je voulais quand même présenter un petit peu le contexte et les enjeux en 2 mots. Donc, comme vous le savez tous, la directive européenne de 2018 a raccourci l'échéance d'obligation du tri à la source des biodéchets ménagers à fin 2023 au lieu de 2025. Donc, cette directive, elle a été transposée en droit français à travers la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, de février 2020. Donc, en fait, à partir du 1er janvier 2024, l'obligation du tri à la source des biodéchets s'appliquera à tous les producteurs et détenteurs de biodéchets, c'est-à-dire qu'à partir de cette date au plus tard, tout le monde sera concerné par ce geste de tri, entreprises et collectivités, dès le premier kilogramme de biodéchets produits. L'objectif, c'est évidemment de détourner un maximum de matière organique tout en ayant une très bonne qualité du tri pour assurer, et ça c'est l'objectif visé en finalité, un retour au sol des matières organiques de qualité que l'on passe ou non par une étape de valorisation énergétique. Et en plus donc, d'un réel enjeu environnemental, trier les biodéchets, c'est aussi une opportunité pour atteindre les objectifs de réduction de déchets et ainsi donc répondre à l'augmentation des coûts de stockage et d'incinération. Bon, aujourd'hui en France, on est assez loin encore de l'objectif de généralisation, avec seulement 6% de la population qui a accès à une solution de collecte séparée et 34% des Français qui déclarent composter leurs déchets alimentaires.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent une vraie dynamique très positive depuis un certain temps, depuis 1 an, on va dire, vraiment très forte, et qu'il est vraiment nécessaire de transformer et de dupliquer. De plus en plus de collectivités s'emparent du sujet et sont du coup à la recherche d'études, de solutions, de retours d'expérience. J'imagine que c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes là aussi aujourd'hui, pour atteindre cet objectif de généralisation. L'actualité sur le sujet est donc vraiment dense, d'autant que tous les textes d'application, les décrets, les arrêtés issus de la loi AGEC, qui encadrent et donc viennent affiner en fait les conditions de cette obligation, sont en train de sortir. Il y en a certains qui sont sortis. Enfin, en gros, ils sortent petit à petit et donnent ainsi une visibilité appréciable aux acteurs. Cette dynamique laisse espérer un sursaut en faveur du développement du tri des biodéchets dans les années qui viennent. Donc, comme vous allez le voir dans les retours d'expérience et les témoignages des intervenants et intervenantes, les collectivités disposent de nombreuses solutions pour généraliser le tri à la source des biodéchets. On peut les classer en 2 catégories. Donc, il y a le renforcement, d'une part, de la gestion de proximité avec le compostage domestique ou le compostage partagé, et aussi la mise en place d'une collecte séparée avec un suivi, en fait, une valorisation énergétique et organique. Comme vous allez le voir dans les témoignages de chacun, ces 2 catégories de solutions ne s'opposent pas du tout. Au contraire, elles sont vraiment très complémentaires. D'ailleurs, je me tourne du coup vers Isabelle. On va démarrer donc avec toi, vice-présidente de la métropole Grand Lyon. Isabelle, donc à la métropole de Lyon, vous avez fait le choix de développer justement au maximum le compostage de proximité, sans oublier bien sûr la mise en place de la collecte dans certains quartiers si besoin. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre feuille de route et quels sont justement les objectifs de cette feuille de route et comment vous pensez et comment vous estimez les atteindre ? Oui, effectivement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour la politique de réduction des déchets à la métropole de Lyon, on a 2 grands objectifs assez ambitieux qui sont le premier de réduire de 25% la production de déchets sur l'ensemble du territoire et le deuxième de réduire de 50% les déchets ménagers que nous envoyons à l'incinération. Donc on voit bien l'importance que ça a de prendre en compte notamment les biodéchets, les déchets alimentaires, vu qu'ils représentent quasiment un tiers de nos poubelles grises, enfin jusqu'à un tiers de nos poubelles grises, avec cette idée du coup de faire de plus en plus de valorisation matière et en proportion et moins de valorisation énergétique. Donc par rapport à ces objectifs-là, j'ai fixé plusieurs piliers fondateurs sur lesquels on va baser toutes nos actions. Le premier, c'est déjà de sensibiliser, de faire de la pédagogie et de donner du sens à nos politiques. Donc avec cette idée de passer par les jeunes générations qui seront les citoyens de demain, je pense au compostage, de montrer la décomposition de la matière, c'est très important pour que ça rentre dans les familles. Et après, on sait que les familles, une fois que c'est rentré dans les familles, elles deviennent elles-mêmes prescriptrices et ça peut se diffuser, se distiller au sein de la population. De la même manière, les équipements qu'on va déployer pour la collecte des biodéchets, l'idée c'est aussi de faire en sorte qu'ils soient aux abords de ces structures éducatives pour qu'on ait cette imprégnation par les enfants, par les familles et qui ensuite soit distillée au sein de la population. On a aussi le fait de, quand je dis donner du sens pour les biodéchets, c'est aussi de montrer le retour au sol. Si on dit aux gens que le tri des déchets qu'on leur demande, des déchets alimentaires qu'on leur demande, c'est pour un retour au sol, un compostage et un retour au sol, le respect des consignes ne sera pas le même que si on leur dit que ça va passer dans un immense centre de tri mécanisé qui va tout trier à votre place, si vous avez fait une erreur, finalement c'est pas grave. Enfin, je schématise, hein. Mais voilà, l'idée c'est de remettre en responsabilité aussi l'ensemble des habitants. Donc c'est un deuxième pilier assez fondateur que je souhaite vraiment défendre. C'est qu'on a besoin de remettre en responsabilité les habitants sur la question des déchets. Et de ce fait, il est aussi important de lever le voile sur la réalité et de ne plus invisibiliser la politique déchets comme ça a longtemps été fait. Pendant trop longtemps, on a collecté les déchets de manière... on a voulu les collecter de manière silencieuse. Il fallait que les camions bennes passent ni trop tôt ni trop tard, en silence, ne pas faire de bruit. Il faut que les équipements soient enterrés, cachés. On ne veut pas voir les déchets. Et ce n'est pas une manière de nous responsabiliser. Il faut qu'on lève le voile sur la production collective de déchets qu'on a et aussi sur la gestion titanesque que ça implique. Il est important de donner à voir l'incinération, d'assumer
ces méthodes, de donner à voir aussi les centres d'enfouissement qui sont toujours d'actualité dans de nombreux territoires, y compris dans les territoires les plus avancés. On continue à enfouir des déchets et ça, peu de gens le savent. Enfin voilà, c'est important de lever le voile derrière toute cette gestion qu'on en fait pour aussi continuer à mettre en responsabilité les acteurs. Et quand je dis les acteurs, c'est l'ensemble des acteurs, les habitants, mais aussi les opérateurs. Enfin voilà, qu'il y ait toute une chaîne de responsabilité qui soit bien pensée. Dans cette optique, bien entendu, la collectivité a aussi ses responsabilités, et notamment celle de proposer un très haut niveau de service et de qualité, donc de proposer des solutions pour l'ensemble des gisements de déchets, notamment pour les déchets alimentaires. Donc j'en viens du coup à développer un peu plus qu'est-ce qu'on va faire concernant ces déchets alimentaires à la métropole de Lyon. Donc Mathilde le disait en préambule, effectivement, il ne faut pas opposer les solutions de compostage et de collecte, et nous c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est de trouver le bon équilibre entre le compostage de proximité, donc compostage individuel, compostage collectif, que ce soit en pied d'immeuble, de quartier, avec le fort lien social qui est souvent y est attaché, et aussi les compostages collectifs à visée un peu plus pédagogique, on va dire, dans les écoles, les crèches et les autres structures publiques. Donc pour ce faire, on a déjà lancé la distribution de 20 000 composteurs individuels gratuits. Donc c'est très simple, sur demande, chaque habitant du Grand Lyon peut faire sa demande. Et on lui propose aussi de l'accompagner par une formation qui est possible de suivre en ligne. Donc là aussi, on a un format qui s'est assoupli par rapport à ce qui pouvait se faire avant en présentiel. L'idée, c'est vraiment de rendre la pratique la plus accessible possible pour tous. Concernant le compostage collectif, l'idée c'est de multiplier par 3 les sites de compostage collectif, avec dans l'idée d'équilibrer un peu les différentes solutions, de se dire qu'on va privilégier le compostage en zone périphérie, en zone, on va dire, où la densité urbaine est moindre, zone pavillonnaire, et par contre on va développer une solution de collecte, alors qui sera aussi en complément avec quelques sites de compostage, mais plutôt de collecte dans l'urbain dense. En fonction de la typologie des territoires, on n'aura pas forcément la même solution majoritaire, on va dire. Donc, j'ai d'ailleurs, par rapport à cette solution de collecte, j'ai l'énorme plaisir de vous annoncer qu'on a lancé une expérimentation dans le 7e arrondissement de Lyon. Donc c'est tout de même 80 000 habitants. Et là, je remercie très chaleureusement les services. Et Lydie Roberdel, qui est ici présente, qui a travaillé d'arrache-pied sur cette expérimentation pour sortir en moins d'un an, finalement, 150 bornes à compost qui sont déployées sur le 7e arrondissement. Je le disais, pour 80 000 habitants, c'est pas rien, c'est l'équivalent de villes moyennes comme Calais. Enfin voilà, c'est vous dire à quel point c'est quand même une sacrée prouesse de le faire. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir une borne pour à peu près, alors j'ai noté 550 habitants, et donc de se dire qu'on a une solution de collecte à environ 100 mètres, entre 100 et 150 mètres de chez soi, donc très proche. On peut faire le parallèle un peu avec ce qui se fait pour les silos à verre. Donc on l'a lancé, on a les premiers résultats de collecte. Alors je vais peut-être brièvement, donc c'est des silos qui fonctionnent à pédales, qui sont disposés sur l'espace public, ouverts à tous, bien émaillés comme je l'ai dit. Et là, en parallèle, on a fait des campagnes de sensibilisation et de communication auprès des habitants avec du porte-à-porte et une distribution de bioseaux et de sacs craft, ce qui permet d'emmener la population avec nous sur ce projet-là. Et donc, on a eu notre première collecte lundi. Et alors, la grande inconnue, c'était combien et comment va sortir cette collecte. Le suspense est à son comble. La collecte est d'excellente qualité. Donc là, c'est une très, très bonne nouvelle. Et on a dépassé la tonne collectée. Donc le bilan, enfin, pour l'instant, après, il faut rester sur la réserve, mais est très, très positif. Sachant qu'on se donnait aussi le droit d'échouer, enfin de faire des petites erreurs avec cette expérimentation. C'est l'idée de se dire, voilà, on teste, on voit ce qu'il faut améliorer, on reste humble dans la démarche, mais en tout cas, force est de constater que pour l'instant, les choses tombent plutôt bien pour nous à ce niveau-là, donc on est très contents. Le retour des habitants, les habitants sont dithyrambiques, c'était vraiment une vraie attente qu'on avait.
On a mené des études qui montraient que 77% des habitants du Grand Lyon se disaient prêts à trier leurs déchets alimentaires, et quelque part c'est là qu'on se dit que les collectivités, on était un peu en retard sur la question et qu'il était temps de prendre les choses en main. Donc voilà. Super, non, mais justement on va suivre votre expérimentation et la suite de tout ça. J'ai juste une question du coup quand même concernant en fait, donc là c'est des points d'apport volontaires, vous collectez donc les biodéchets, qu'est-ce que vous avez prévu d'en faire, quelle est la solution de traitement que vous avez choisie à la métropole? Alors, le traitement, très important, effectivement, notamment dans la chaîne de valeur qu'on souhaite mettre en avant. On est parti pour un compostage. Alors, pourquoi le compostage? Pour plein de raisons. Et pourquoi pas la méthanisation? C'est à chaque fois la question qui revient. Mais pourquoi vous ne les envoyez pas en méthanisation? Donc, j'ai un argumentaire bien rodé. Déjà, on a souhaité valoriser au maximum ces déchets alimentaires. C'est une vraie or. On s'en rend compte. Hein, ces déchets, c'est une mine incroyable avec une valeur agronomique incontestable pour les sols. Donc, on a vraiment privilégié ce retour au sol et non pas cette production d'énergie qu'on peut en faire. Puisque si on veut comparer, je ne suis pas experte en la matière, mais quand même, entre un digestat et un compost, la valeur agronomique n'est pas la même, les apports ne sont pas du tout les mêmes et on nourrit pas le sol de la même manière. Donc là, et en plus, sur le compost, on a des composts normés, sécurisés. Sur le digestat, vous trouverez plein d'études qui disent tout et leur contraire. Moi, j'estime que pour l'instant, on n'est pas encore assez mûr sur la question du digestat et sur ce que cela peut provoquer sur le long terme, sur les nappes phréatiques, sur les sols, cet enrichissement un peu brutal des sols. Ensuite, c'est un apport qui est très recherché au niveau de nos agriculteurs. On a une étude qui a été faite dans ce sens-là et on n'aura aucun souci. Et au contraire, les collectivités qui l'ont mise en place n'ont aucun souci de déboucher. Les agriculteurs ont besoin de compost. Et même ceux qui utilisent du digestat nous font remonter ce besoin en compost pour équilibrer leur sol. Et puis, il s'agit d'une solution aussi beaucoup plus sobre en investissement, moins énergivore. Une plateforme de compostage, ça ne tombe pas en panne. Un digesteur, si on a un souci technique, il peut aussi y avoir un risque d'accident industriel, et on en a eu. Hein. Donc, pour moi, c'est important que la collectivité aussi finance et s'appuie sur des solutions qui lui paraissent sécurisées sur le long terme, notamment, parce qu'on aura un gisement, un flot continu de déchets alimentaires qu'on aura à traiter. On ne peut pas se permettre le moindre écart à ce sujet-là. Donc, j'y vois aussi une certaine sécurité dans le traitement de nos déchets. Et puis, on va pouvoir aussi multiplier les plateformes de compostage sur le territoire et pas avoir une seule structure, un seul méthaniseur, par exemple, qui viendrait tout absorber. Et ça a aussi un effet de réduire, du coup, le transport de cette matière au quotidien, qui est une matière assez dense et assez lourde. Donc, dans le bilan carbone global de l'opération, on s'y retrouve aussi. Et puis enfin, ça permet aussi de créer des emplois issus de l'économie locale de l'économie sociale et solidaire, pardon. Voilà, c'est tout un tas d'arguments qui font que nous sommes allés vers le compostage. Et pour ma part, mais là c'est vraiment personnel parce que je sais que chacun se fait son opinion, je ne suis pas forcément sereine avec les solutions de méthanisation qui nous ont proposées actuellement, pour les raisons dont je vous ai parlé, mais aussi pour des raisons plus globales qui sont que quand on touche à la méthanisation, donc c'est souvent des agriculteurs qui sont porteurs de ces solutions-là, en fait on les extirpe de leur métier. Et leur métier, il est essentiel, ils sont quand même là pour nous nourrir et on en fait des énergéticiens. Donc moi, philosophiquement, ça me pose souci. Je me dis, on met en concurrence des matières végétales. Ils auront le choix entre soit je fabrique de l'énergie, soit je nourris les populations. Je schématise, mais voilà, qu'est-ce que je fais de mes apports végétaux? Est-ce que je m'en sers pour produire des aliments ou est-ce que j'en fais de l'énergie? Pour moi, c'est deux questions différentes. Et ensuite, la méthanisation, telle qu'elle est pensée actuellement, elle repose beaucoup sur des apports de déchets alimentaires. Et quand on visite des méthaniseurs et qu'on voit des palettes entières de lait en poudre non périmé qui sont envoyés en méthanisation, des fruits et des légumes qui n'ont pas été amenés
à maturation parce que c'était plus intéressant de les envoyer en méthanisation que de les faire mûrir et de les donner à la population. Moi, personnellement, ça me pose question. Je pense que ce sont des pratiques sur lesquelles on doit réagir et qui ne sont pas dignes de notre époque actuelle, qui ne sont pas dignes de nos sociétés. Voilà. Merci beaucoup Isabelle pour cette ouverture et ce questionnement qui est vraiment très important et toutes les questions qu'il faut se poser. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, j'ai prévu d'un petit temps après chaque intervenant pour si vous avez envie de poser une ou deux questions maxi. Et puis je garderai un petit temps à la fin aussi si vous avez envie. Donc n'hésitez pas à lever la main. Je pense qu'il y a peut-être Natacha qui est encore dans la salle et qui pourrait vous passer le micro. Mais voilà, bon, il n'y a pas de questions. Oui. Il y a une question pour le monsieur. Je vais lui donner un. Ouais. Merci. Bonjour. Question juste sur la dotation des composteurs individuels. Il y a une règle de dotation qui a été mise en place au niveau du litrage des composteurs individuels? Merci. Du litrage des composteurs individuels. C'est des composteurs individuels classiques. Enfin, en fait, je ne comprends pas trop le sens de la question, mais du coup, c'est des composteurs individuels en bois. Est-ce que la taille est dépendante? Non, c'est un modèle unique pour tous. Après, le volume... En fait, c'est un composteur classique. Je n'ai pas en tête le volume exact. La question, c'est est-ce que, par rapport, est-ce qu'il y a un dimensionnement qui a été fait au niveau du litrage du composteur en fonction de la parcelle de jardin, du bâti, ou c'est un litrage unique pour tous les habitants? Alors, déjà qu'on s'arrache les cheveux sur un produit unique à distribuer à tous, du coup, on est resté sur un modèle unique pour tous, peu importe le nombre de personnes dans le foyer ou le nombre de... la superficie du terrain. Et le litrage, c'est combien du coup? Je me tourne vers mes amis. 400 litres. Merci beaucoup. Une deuxième question et puis on va passer à la suite. On reviendra à la fin. Il y a une personne. Bonjour et bravo pour les 150 composteurs. J'ai une question, j'ai la carte avec les composteurs sous les yeux. Le sud du 7e est moins fourni en composteurs, il y a moins d'habitants, il y a plus d'entreprises et tout ça. Est-ce que justement les entreprises sont prises en compte dans le potentiel apport de biodéchets des cantines ou des services de restauration ? Alors du coup, notre périmètre d'intervention en tant que métropole de Lyon sur les déchets, c'est vraiment les déchets ménagers et assimilés. Donc on se place sur des acteurs qui ont une production inférieure à 840 litres par semaine. Enfin voilà, c'est un peu technique. Mais tout ça pour dire que les entreprises ne rentrent pas dans... sauf les petites entreprises qui auraient des déchets similaires aux ménages, mais qui ne sont pas forcément majoritaires dans le sud du 7e arrondissement, ne rentrent pas dans notre service public, donc ne sont pas concernés par ces collectes, ces bornes à compost qui ont été déployées. Le choix de... Alors, c'est tout simple, en fait, c'est vraiment une question de densité de population, le maillage qui a été fait. Il n'y a pas forcément d'autres explications. L'idée, c'était vraiment de mailler le territoire en fonction de la population. Ok, merci. J'ai bien noté que vous avez une question, mais on reviendra tout à l'heure. En fait, je continue la table ronde. Donc, je me tourne maintenant vers Véronique. Véronique, à la métropole de Grenoble, vous êtes aujourd'hui très avancée, vous, dans votre phase de déploiement. Vous en êtes à la moitié, je crois, sur les 450 000 habitants et habitantes. Est-ce que tu pourrais nous présenter justement les différentes étapes d'extension et de mise en place par lesquelles vous êtes passé pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui? Et ma deuxième question, c'est quel choix justement vous avez fait en termes de phasage? Pourquoi matériel? Enfin voilà, un petit peu, qu'est-ce que vous avez eu comme choix pour atteindre ces objectifs-là? Alors bonjour à tous et toutes. Je propose déjà de présenter Succinct-Paul de Grenoble, donc une métropole.
composé de 450 000 habitants qui sont répartis donc dans 49 communes, dont la majorité de la population est plutôt située en zone urbaine. C'est une information assez importante qui explique aussi les motifs pour lesquels nous partons plutôt sur des solutions de collecte ou des solutions de compostage. Et puis aussi, un élément important dans le territoire de la métropole grenobloise, c'est le fait que 85% de l'habitat est de l'habitat collectif. Et bon, juste à titre d'information, la majorité de la collecte se pratique chez nous en porte-à-porte, en régie directe. Et deux petits indicateurs. En 2020, nous étions donc à 461 kg par habitant par an de DMA, dont un gisement de 60 kg par habitant par an de déchets alimentaires. Voilà, pour vous planter un petit peu le décor de la métropole. Alors, ça fait une petite dizaine d'années en fait qu'il y a des réflexions dans le service pour savoir comment faire évoluer justement les orientations politiques et notamment en lien avec le besoin de renouveler nos équipements de traitement qui arrivent en fin de vie et qui sont nécessaires à être reconstruits et qui derrière ont eu de fait une implication, une importance dans le choix des solutions de collecte et de valorisation des déchets. En parallèle, nous avons aussi un réseau de 21 déchetteries qui nécessitent d'être renouvelées, rénovées et qui ont aussi pesé dans les choix politiques de la collectivité. Et enfin, une particularité grenobloise, notamment sur une qualité du tri très médiocre, dont on n'a pas forcément d'explication du tri donc des emballages, pour lesquels on n'a pas forcément une explication rationnelle à apporter. Et donc c'est dans ce contexte-là que s'inscrit donc la politique de déploiement du tri des déchets alimentaires, avec l'objectif qui a été pris de mettre en place donc une collecte. C'est donc en 2017 qu'un schéma directeur déchets a été voté par les élus, donc un schéma directeur très complet. Enfin, comme le disait Isabelle, on est un peu sur les mêmes modalités, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas simplement attelé à mettre en œuvre le tri des déchets alimentaires, mais vraiment de réfléchir globalement à la gestion des déchets et de faire aussi en sorte que ces déchets deviennent visibles, qu'on arrête de les camoufler, de les mettre sous le tapis et de faire en sorte voilà, que tout le monde participe, s'approprie ce sujet-là. Donc, nous avons donc à partir du moment où le schéma directeur a été voté, nous avons lancé donc un test de collecte séparée donc des déchets alimentaires sur un territoire de 7000 habitants, beaucoup plus petit que 80 000 habitants, qui était réparti donc dans deux quartiers de typologie d'habitat différents. J'insiste lourdement sur les histoires d'habitat parce que c'est quand même un fondement de nos modalités de déploiement. C'est pour ça que je le répète assez de nombreuses fois. Et donc l'idée de ce test, c'était de vérifier quelle était la réponse des usagers à ce nouveau geste de tri. Donc c'est 7000 habitants et nous avons aussi associé à cette démarche une cinquantaine de professionnels métiers de bouche pour voir aussi ce qui ressortait de ces professionnels qui eux aussi, enfin des petits métiers de bouche, pour savoir ce qu'il en était. Voilà. Et donc nous aussi nous avons fait un constat de très bonne qualité du tri et d'une réponse assez favorable de la part des habitants. Une réponse très favorable de la part des habitants. Je dis non par rapport à la diapo qui est derrière moi, c'est pas tout de suite en fait, c'est pour après. L'enseignement principal de cette expérimentation, c'est que dès lors qu'on lance une proposition de collecte en porte-à-porte et donc on propose des équipements de pré-collecte auprès des foyers, il est nécessaire d'engager une collecte très rapidement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer proposer des bioseaux 2 mois avant de commencer la collecte, parce que sinon on passe à côté du gisement et on perd de fait les habitants qui sont prêts à se lancer immédiatement, puisqu'encore une fois, il y a une réponse.
Pendant cette période de test, nous avons donc travaillé aux modalités de déploiement et donc nous sommes partis sur le postulat de rattacher à peu près 100 000 habitants par an de 2019 à 2021 sur le principe de déployer 2 phases, une au printemps et une à l'automne, donc à peu près 50 000 habitants à chaque fois. Pour respecter ces objectifs, nous avons été obligés d'externaliser pas mal de prestations, et notamment des activités de sensibilisation et de collecte, parce que voilà, on est parti assez vite, un peu comme à Lyon, où voilà, à un moment donné, on fait appel aussi à l'externe pour nous accompagner. Et puis, un des premiers enjeux, quand même, a été de se mettre d'accord sur le gisement qu'on souhaitait récupérer. Et c'est pour ça que je parle là aussi de déchets alimentaires et pas de biodéchets, puisque ça, c'est aussi un choix politique de ne ramasser que des déchets alimentaires, de simplifier la consigne de tri. Et ça, c'est à la lueur de l'expérience de la collecte sélective, pour laquelle il y a eu des évolutions, enfin, comme dans toutes les collectivités, mais pour laquelle on se rend compte que chez nous, à Grenoble, c'est un vrai problème. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, c'est du déchet alimentaire. Et par ailleurs, comme nous avions déjà un centre de compostage qui fonctionnait avec des déchets issus de TMB, nous avons souhaité aussi mettre en œuvre une unité de méthanisation. Et là aussi, les déchets les plus méthanogènes restent les déchets alimentaires. Donc pour ces 2 raisons-là, il est question chez nous de déchets alimentaires. Alors concrètement, la cible donc, de cette collecte, ce sont les ménages, les professionnels métiers bouche et aussi les restaurations collectives, et notamment celles des établissements scolaires. Voilà, donc ça c'est vraiment notre cœur de cible. Concrètement, quand nous déployons et que nous allons rencontrer donc les ménages, ils sont visités 2 fois dans la même journée, une fois entre midi et 2 et en soirée de 17h à 20h, et avec un objectif de rencontrer 65% des foyers. Ça c'est voilà, c'est ce que doit respecter le prestataire. En cas de porte fermée, le kit est déposé devant la porte avec un avis de passage. Donc le kit, ce sont toutes les informations qui permettent de trier. Pour annoncer toutes ces dispositions, évidemment, nous nous adossons sur une campagne de communication qui est organisée avec des réunions publiques, des réunions en conseils municipaux, de l'affichage dans les montées d'immeubles. Nous avons produit aussi une petite vidéo sur l'opération pilote qui permet aussi de montrer que voilà, les exemples existent et que ça fonctionne. On utilise aussi évidemment les réseaux sociaux, les journaux municipaux, les articles, enfin bon bref, tout ce qui est en notre mesure pour essayer de sensibiliser. Et c'est vrai, encore une fois, que les habitants sont assez preneurs et assez réceptifs à ces nouvelles dispositions. Le matériel qui est mis en œuvre pour chaque foyer, c'est donc un kit de tri qui est composé d'un bioseau ajouré, un rouleau de sacs biodégradables, les consignes de tri, et puis un dernier petit document qui permet de savoir quel est le jour de collecte, qui n'est pas forcément très intéressant pour les habitants, mais plutôt pour les sociétés de nettoyage, mais surtout qui permet de localiser les lieux où on peut se réapprovisionner gratuitement en rouleau de sacs biodégradables. Ça aussi, c'est un choix politique de vouloir accompagner le geste de tri pendant plusieurs années, et donc de remettre gratuitement à disposition les sacs biodégradables. Donc, de fait, nous avons des points de distribution gratuite de ces sacs, qui sont évidemment des équipements publics, mais qui sont aussi des pharmacies, des boulangeries qui jouent le jeu, que nous sollicitons et qui acceptent de distribuer pour nous ces équipements. Juste une petite particularité, nous avons aussi en test des abris-bacs pour les quartiers qui sont en point d'apport volontaire enterré, puisque nous n'avons pas forcément d'autres solutions. Donc c'est quelque chose que nous avons lancé l'année dernière et pour lequel nous continuerons évidemment à mettre en œuvre dans les quartiers qui sont dans ces dispositions de pré-collecte.
Et puis, comme je le disais tout à l'heure, nous lançons donc la collecte dans les 15 jours qui suivent les opérations de distribution, parce que, encore une fois, les habitants qui reçoivent les équipements sont prêts à participer immédiatement. Cette collecte a lieu une fois par semaine. Elle est déléguée à un prestataire qui s'est principalement équipé de véhicules, de petits véhicules qui font 7,5 tonnes avec un chargement gravitaire. Voilà, ça c'est un choix de prestataire pour lequel on n'a pas forcément, nous, notre mot à dire, mais en tout cas, ce prestataire fait en sorte de nous accompagner au mieux sur le matériel à mettre en œuvre. Merci beaucoup Véronique pour cette présentation très détaillée. J'espère que ça vous a apporté vraiment beaucoup d'éléments. Je vais avancer un petit peu parce que là on prend un petit peu de retard et on verra pour les temps de questions à la fin. Nicolas, au SMICVAL, donc, tu fais partie donc, d'une des collectivités pionnières quand même, qui a mis en place la collecte séparée des biodéchets depuis plus de 20 ans. Tout le monde vous connaît maintenant dans le domaine et vous arrivez toujours à nous surprendre. En effet, après toutes ces années, vous continuez vraiment toujours... En fait, c'est ça ce qui est votre force, c'est de toujours vous réinventer avec régulièrement des mesures innovantes, aujourd'hui portées par votre stratégie, par exemple, le territoire zéro déchet. Est-ce que vous pourriez, du coup, nous donner toutes les grandes étapes par lesquelles vous êtes passé depuis 20 ans pour arriver à votre organisation telle qu'elle est aujourd'hui au niveau de la gestion des biodéchets ? Oui, merci Mathilde. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Je suis assez bon ? Oui. Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui. Juste en préambule, il y a 10 ans, on n'aurait pas imaginé que les biodéchets seraient sur une tribune aussi grande à Polytech, je vous avouerai. Hein. Alors, il y a 15 ans... on l'aurait fait certainement dans un petit bar au coin, très loin. Donc, je suis ravi aujourd'hui qu'il y ait autant de monde sur ce sujet. Comme quoi, en fait, la partie est gagnée. Le SMICVAL, c'est une collectivité du nord et de l'est de la Gironde, 210 000 habitants, rural, semi-rural, un croissant autour de la métropole bordelaise. On est 300 personnes à travailler au SMICVAL. Effectivement, on a... au début des années 2000, lancé un plan stratégique qui était un plan de gestion multifilière. Et cette gestion multifilière, elle proposait comme priorité le détournement de la matière organique. Alors pourquoi une gestion multifilière au tout début des années 2000 ? Tout simplement parce qu'il n'y avait aucune solution de traitement. On venait d'abandonner un projet d'incinérateur. On n'avait pas de solution de traitement des OMR. Et dans le fond, la seule stratégie viable à l'époque, c'était évidemment de développer le recyclage de façon rapide et efficace. Et il y avait un flux, le flux le plus important, celui qui, on le rappelle, le plus simple à traiter, c'était bien celui de la matière organique. Et donc, s'il y avait bien un flux qu'il fallait trier à cette époque, c'était les biodéchets. Et donc, on a lancé cette opération. Alors, ça a été pensé de 97 à 2000 et lancé à partir de 2001 en 2 grandes séquences. Mais je vais commencer d'abord par les résultats, comme ça vous saurez tout. Aujourd'hui, c'est cette collecte des biodéchets qui a 20 ans. Elle est assurée à peu près sur 60 000 habitants. On est 210 000, donc c'est qu'une partie du territoire. Les résultats qualitatifs sont excellents, ça a été dit par tout le monde. Je crois que c'est aujourd'hui ce qu'on peut retenir des 20 ans à peu près de toutes les collectivités pionnières, c'est que la qualité en général du tri, à la différence peut-être des emballages, mais en tout cas sur les biodéchets, c'est assez clair que la qualité du tri est souvent excellente. On doit être sur un taux de refus à moins de 1,7 ou 2%, donc quelque part une qualité excellente qui nous permet de produire un compost aujourd'hui utilisable en agriculture biologique et labellisé ASCA, qui est un label bien spécifique, et du coup utilisé dans un secteur, ce que je ne vous ai pas dit, c'est le secteur du SMICVAL, c'est Saint-Émilion, Bourg, Blaye, enfin que des grands vignobles. Il y a il y a des petits vignobles aussi, mais en tout cas avec une stratégie évidemment de retour au sol de qualité. Donc des résultats qualitatifs intéressants et des résultats quantitatifs qui sont relativement intéressants pour nous et qui, dans le fond, plafonnent quand même au bout de 20 ans. On doit être à peu près à
entre 35 et 40 kilos de détournement par habitant, avec, on va juste pour terminer sur ces résultats, avec quand même des différences, et des différences qui sont intéressantes parce qu'elles sont des différences qui sont liées en fait à la force de frappe qu'on a développée sur les territoires. Au bout de 20 ans, on arrive à un modèle qu'on estime, nous, être plafond. C'est celui d'un secteur qu'on appelle le Sud Libournais. Alors c'est quoi? C'est une collecte des biodéchets par semaine, une collecte des ordures ménagères tous les 15 jours, et une collecte des emballages tous les 15 jours. Et vous voyez l'optimisation qu'il y a, puisque c'est une collecte bicompartimentée avec une collecte optimisée. Associé avec une densification de la collecte du verre et notre fameux supermarché inversé à proximité, eh bien ces habitants-là, dans un secteur qui n'a pas de tarification incitative, donc qui paye un impôt, eh bien on arrive donc à avoir une collecte des bio qui doit être à plus de 40 kg par habitant, une production d'ordures ménagères résiduelles qui est en dessous de 140, sans incitativité. Donc vous voyez en fait, et on le dit souvent, un impact positif aussi sur les emballages, puisqu'on doit être à 10 ou 15% au-dessus des ratios sur les emballages de tout le reste du territoire. Donc vous voyez qu'on arrive en fait à un modèle qui est pour nous celui qu'on voudrait en fait, pas forcément développer, on va en parler tout à l'heure, mais qui correspond à une optimisation une optimisation qui est un peu notre repère aujourd'hui dans notre territoire. C'est un territoire du coup qui produit, vous voyez, des chiffres qualitatifs et quantitatifs assez intéressants. Alors les deux grandes séquences, ça a été 2002-2005, mise en place, assez classique. Alors on s'est planté, comme tout le monde, au départ, avec des biosos fermés, on a donné de mauvaises consignes, on a fait de l'addition au lieu de faire de la substitution, enfin on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc 2002-2005, le déploiement, un déploiement en même temps que la collecte des emballages en porte-à-porte, et en même temps qu'un discours un peu global sur la gestion multifilière. Et puis de 2010 à 2016-2017, une phase d'optimisation pour arriver en fait à ce modèle qui nous semblait celui qui était le plus intéressant économiquement et puis en termes de résultats. Voilà, que vous dire d'autre? Une complémentarité, ça a été dit, avec le compostage individuel, c'est-à-dire que pas de secteur à compostage individuel et des secteurs à collecte des biodéchets. Quand vous êtes sur un secteur à collecte des biodéchets en porte-à-porte, vous pouvez très bien aussi être équipé en composteur individuel. Un service qui est également rendu aux professionnels dans le même cadre que la collecte, avec une redevance spéciale adéquate et incitative. Et que vous dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Un test, enfin pas un test, une stratégie dans la deuxième séquence 2014-2015 qui a consisté en fait à tenter en termes de communication de ne plus parler de la collecte des OMR, mais de ne parler en fait que la collecte des biodéchets, en disant mais en fait votre collecte c'est ça, c'est pas le reste. Et en fait en réalité si vous prenez un peu de recul, c'est ça le problème des déchets aujourd'hui, c'est quand même le problème de l'organique. Voilà. Donc voilà les résultats et ce qui s'est passé en 20 ans. Mais aujourd'hui, un constat, alors, s'il y a un constat, juste pour finir, on plafonne quand même, 35, 40 kilos, et bon, quand on sait ce qui reste dans les OMR, c'est assez ennuyeux. Un taux de participation qui est en fait assez classique, c'est-à-dire il doit y avoir à peu près... Quand vous interrogez les gens, tout le monde trie, en réalité, bon, on sait qu'il y a un écart entre l'invitation à se prononcer sur un sujet de ce type-là et la réalité, un taux de participation entre 30 et 40%, alors plus sur les secteurs dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'ils sont incités techniquement, et puis incités aussi intellectuellement à le faire. Mais grosso modo, en fait, on touche qui? On touche les gens à qui vous pouvez faire à peu près trier tout ce qu'on veut, quoi. Pour être très franc. Donc un très gros tiers de participants qui du coup trient bien qualitativement, et voilà. Donc on plafonne en termes de participation et on plafonne en termes de production, mais ça sera la deuxième partie.
Exactement, merci beaucoup. Du coup, oui, on verra un petit peu vers quoi, justement, après ce bilan de 20 ans, quelles sont justement les solutions et les projets que tu as mis en place au SMICVAL. Donc, avant de nous projeter vers l'avenir, j'aimerais aussi avoir la vision de Moulineau. Donc Stéphane et Édouard, en tant que professionnels sur la filière, j'ai notamment 2 questions en fait à vous poser. Quel choix vous avez fait justement en matière de collecte, vous, et de traitement, et pourquoi vous avez fait ces choix-là? Et une question un peu plus générale, en fait, quel est votre ADN justement à Moulineau? Quelle est votre raison d'être? Et qu'est-ce que vous portez comme valeur chez Moulineau, qui est un petit peu des fois différente de certains autres acteurs, quoi? Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Bonjour. Je vais parler de l'ADN et je laisserai la partie technique à Édouard, quand même, Okay. c'est mieux. L'ADN, elle est simple, c'est une ADN qui vient d'un restaurateur, qui a mis des solutions pour des restaurateurs et qui a décidé de montrer une entreprise pour essayer d'aller capter cette matière première secondaire qui n'était pas valorisée. Et dans l'histoire de la restauration, il y a toujours eu des flux qui étaient collectés et valorisés aussi bien par les animaux que le retour au sol sous forme de compostage. Il n'y avait pas la méthanisation. C'est toi. Et restaurateur, c'était moi. Mais voilà, je suis Stéphane Martinez, je suis le fondateur de Moulineau et puis à l'occasion le président. Donc notre ADN est vraiment, bien entendu, au départ d'accompagner les professionnels de la restauration, collecter cette matière-là et de manière à ce que derrière ils puissent le traiter. On s'est rendu compte à Moulineau qu'on avait aussi des capacités de créer des emplois qui ont du sens, de les former et de les réintégrer dans notre entreprise. Donc on est une entreprise qui a un agrément ESS, ESUS, et on est aussi aujourd'hui entreprise d'insertion et organisme de formation. On a tout le panel global pour accompagner demain les métropoles et les collectivités. On a bien entendu démarré en collectant ces restes alimentaires et derrière ça, on s'est créé nos propres outils. On a la première unité de massification et de préparation, comme vous voyez un petit peu le schéma. En France, qui est dédié uniquement à la valorisation des biodéchets. On a une partie qui part en compostage haute couture, une partie qui part chez nos partenaires agriculteurs avec un retour au sol. Et puis on travaille avec beaucoup de grands comptes. On travaille avec je ne sais pas si je peux dire des noms, Mathilde, des grands comptes de restauration, des Elior, des Sodexo. Et on a aussi des entreprises où on mange rapidement, un petit truc vite fait, des McDonald's. Voilà. On a aussi, bien entendu, et je suis très fier, des professionnels de la restauration qui savent nous accueillir et faire de ce vrai métier de manière à ce qu'on passe un bon moment. Mais voilà tout ce qu'on fait. Et puis derrière ça, le but, on est sur l'Île-de-France et aujourd'hui, notre but, c'est de déployer. On a un troisième site qu'on va ouvrir normalement mi-2022 avec nos partenaires agriculteurs, et ça, on en est très fiers, sur le sud-est de l'Île-de-France. Ça, c'est important. Et puis derrière, on va commencer à déployer notre aventure au niveau national. On va essayer d'aller sur des villes comme Bordeaux. Bref, on va essayer d'amener nos compétences partout. Les collectivités, les métropoles voudront bien de nous. Oui, on essaie effectivement, Mathilde, d'essaimer ce modèle-là dans les territoires. Pour l'instant, on a plutôt des bons échos. On a des représentants des collectivités qui sont là aujourd'hui. Alors, pour revenir peut-être plus sur le modèle technique et les choix de collecte et de valorisation, aujourd'hui, on a un service bien sûr sur mesure et on a commencé par ça auprès des professionnels à qui effectivement on propose bien sûr avant tout, je dirais, un service de sensibilisation, de formation au tri, bien sûr du personnel en cuisine, mais aussi des convives dans la restauration scolaire ou collective. Ensuite, un matériel effectivement dédié, avec, on le voit ici, des bacs à fond sphérique qui restent propres, des sacs de collecte transparents, compostables, un guide du tri, etc. Pour les accompagner au mieux avec une offre clé en main, mais toujours sur mesure. Et derrière, effectivement, une collecte en porte-à-porte qui est aussi également sur mesure, réalisée par des camions écologiques qui roulent au GNV qu'on aperçoit après.
On travaille aussi de plus en plus avec les collectivités, bien sûr, pour qui, effectivement, on travaille auprès des assimilés. J'entends bien les petits professionnels qui rentrent dans le service public, avec cette même méthodologie qu'on applique aussi, mais où on sait travailler aussi auprès des usagers, auprès des particuliers, avec là, en revanche, une méthodologie, bien sûr, qu'on adapte. On en a un petit peu parlé avant, avec la mise à disposition de Bioso, de sacs compostables. Pour nous, il y a une étape clé qui est effectivement la sensibilisation et la dotation en porte-à-porte qui doit être réalisée au bon moment. Nous, avec des personnes effectivement qu'on forme en interne au métier d'ambassadeur du tri. Et bien sûr, derrière, on a un service de collecte, soit en porte-à-porte, mais aussi en apport volontaire, on en a parlé. Là aussi, il s'agit de faire les bons choix en apport volontaire. Nous, on préconise effectivement plutôt l'abri-bac pour une plus grande polyvalence des moyens de collecte entre porte-à-porte, apport volontaire. On ne sait pas de quoi demain est fait en matière de choix. Également aussi pour rester souple sur les implantations. Et puis effectivement ensuite le choix du matériel est important. Là on aperçoit une borne en inox, une borne Aztec qu'on aime bien, qui doit effectivement être résistante, qui peut être lavée, qui doit être à une hauteur effectivement adaptée au public, à du public PMR, enfants aussi. Je rappelle que l'objectif de généralisation il est pour tous. Idéalement sans contrôle d'accès pour les mêmes raisons aussi. Et avec effectivement, on le voit, une tendance très nette et très forte sur l'apport volontaire. Et bien sûr, des prestations de valorisation, je vais en reparler, par compostage, méthanisation et pré-traitement qu'on peut proposer aux EPCI ou aux syndicats de collecte. Deux mots pour parler effectivement peut-être de notre particularité aussi technique qui est le pré-traitement et avant la valorisation organique des biodéchets, avec ce qu'on essaye de déployer, c'est-à-dire des sites de réception et de massification qui sont à proximité des centres urbains, qui effectivement proposent une base logistique également pertinente, avec un vrai enjeu sur le contrôle qualité et sur la réception, avec un double contrôle qualité qui nous concerne sur la collecte et aussi sur la réception dans ces sites-là. Et ensuite, on déploie un modèle de valorisation adapté au territoire qui varie, mixte, comme on le fait aujourd'hui en Ile-de-France, avec compostage et méthanisation. Mais on sera capable aussi de faire demain du 100% méthanisation ou à l'inverse, 100% compostage en fonction des appétences, mais aussi en fonction des situations locales. Et donc le modèle de valorisation, il est celui-là, c'est-à-dire que on a, je dirais, un enjeu à la fois technique et réglementaire à déconditionner les biodéchets. Je rappelle que ce sont des biodéchets triés à la source qui sont d'une très bonne qualité, mais ça nous permet d'affiner ce tri-là encore plus avec une deuxième étape d'hygiénisation qui est obligatoire avant et indispensable avant méthanisation. C'est vrai que sur le compostage, on est un peu plus libre et donc le champ des possibles reste ouvert, mais avec du coup un objectif de retour au sol dans les deux cas. Et c'est vrai que pour la méthanisation, on explore aussi le recompostage du digestat, qui peut être aussi une réponse à des interrogations que je comprends et que je conçois aussi, et qui s'y prête aussi dans certains territoires. Demain, on sera sur Bordeaux. Il y a un vrai terroir, effectivement, qui est le Médoc, sur lequel on va travailler. Et je pense qu'il y a une vraie cohérence à travailler là-dessus. Et puisque on est un tout petit peu en avance et que les images parlent mieux que les mots, on avait une petite vidéo qui dure 1 minute, si on peut la projeter. Je me tourne vers la régie. Chaque année, en France, épluchures et restes alimentaires représentent plus de 10 millions de tonnes de déchets biodégradables. En l'absence de tri, ils sont incinérés ou enfouis en décharge, créant des nuisances sur l'environnement. Ils pourraient permettre de produire de l'énergie verte et des engrais naturels de qualité pour nourrir les sols agricoles. Pour répondre à cet enjeu, Stéphane Martinez, restaurateur parisien, a créé Moulineau, une entreprise sociale et solidaire de valorisation des déchets alimentaires. Au quotidien, l'entreprise forme ses clients à la mise en place du tri et à la maîtrise du gaspillage. Elle collecte les déchets alimentaires avec des véhicules écologiques, elle les transforme en biogaz ou en compost, elle emploie et forme au métier de collecteur de biodéchets et d'éco-animateur.
Elle crée des parcours sur mesure pour les salariés en insertion. Des centaines de clients sont convaincus par ces services efficaces et peu contraignants. Des chaînes de restauration rapide, mais aussi des hôtels 5 étoiles, ainsi que des cantines scolaires, des marchés alimentaires ou encore des restaurants d'entreprise. Moulineau s'inscrit dans une dynamique d'innovation à travers la création de sa propre plateforme de compostage à grande échelle. Grâce à son procédé d'affinage par des vers de terre, elle produit un compost haute couture, redistribué aux agriculteurs de la région pour enrichir leurs terres. En 2019, l'entreprise a également fait sortir de terre la première plateforme de tri et de pré-traitement des biodéchets d'Île-de-France, à Stein. Avec sa démarche écologique et son modèle vertueux d'économie circulaire, Moulineau transforme les déchets en ressources et favorise le développement d'une agriculture respectueuse de l'environnement. La prochaine fois, je parle pas, Mathilde, tu montes la vidéo, c'est mieux. On gagne du temps. Du coup, on vous a vu une première partie un peu plus technique où on vous a présenté un peu tous les dispositifs qui existent, comment chacun a mis en place les dispositifs et les choix qu'ils ont faits. On va passer dans une partie qui va être un peu plus sur une vision, sur l'avenir en fait. Donc ces collectivités qui du coup, ils réfléchissent depuis longtemps, ou ces professionnels réfléchissent depuis longtemps à des solutions et donc sont dedans depuis longtemps. Voilà, d'avoir un petit peu votre avis, vos visions sur les choses qui vous avez finalement, que vous croyez, finalement vous avez dû vous adapter à des situations finalement qui n'étaient pas forcément celles que vous pressentiez. Donc Isabelle notamment, bon, oui vous êtes encore en phase de démarrage et vous nous avez présenté justement cette feuille de route très ambitieuse. Vous venez de démarrer donc cette expérimentation dans le 7e, dans la métropole. Quelles seront justement les prochaines étapes que vous souhaitez mettre en place ? Les sujets justement que vous allez explorer pour aller plus loin et approfondir et du coup atteindre votre objectif de feuille de route, mais aussi voilà, peut-être avoir une vision encore plus lointaine. Oui, alors effectivement, avec des objectifs aussi ambitieux, on a du pain sur la planche. Alors je vais vous en citer quelques-uns, mais parmi les grands chantiers qu'on va mettre en œuvre, on a un gros travail en préambule qui est mené autour d'un schéma directeur déchets, afin de traduire ces objectifs en principes opérationnels et de voir comment on met tout le monde en ordre de marche pour maintenir le cap. Ce schéma directeur sera délibéré en début d'année prochaine, donc ça arrive très vite. On a aussi le fait, concernant les déchets alimentaires, de tirer tous les enseignements que va nous permettre cette expérimentation pour ensuite généraliser sur l'ensemble du territoire. Donc après, on a un gros travail de généralisation de la collecte sur les territoires en urbain dense notamment, et puis accompagner aussi, parce qu'il y a un équilibre à trouver avec le compostage, et du coup c'est là-dessus aussi qu'on va un petit peu équilibrer les choses et voir comment au fil du temps ça peut se compléter. On a bien sûr le fait de réfléchir aussi à des leviers comme la tarification incitative. Donc là, ça peut être un levier très intéressant, mais après, ça reste très complexe parce qu'il y a un cadre réglementaire très rigide. Il faut voir comment on peut s'inscrire dedans, sachant que les grandes collectivités, là, on a beaucoup de mal. C'est une tarification incitative, c'est bien, mais il faut que ça remonte à l'habitant. Or, quand on a beaucoup d'habitat vertical, c'est très très complexe à mettre en place, et donc il faut trouver le bon équilibre entre on arrive à toucher les habitants au plus près, même si on n'arrivera pas à les toucher forcément individuellement, mais comment est-ce qu'on peut arriver à les embarquer dans notre démarche au plus près, et tout en mettant en place du coup cette incitativité qui d'un point de vue technique est assez compliqué, mais on réfléchit, on essaye de voir si on ne peut pas trouver des scénarios innovants. Enfin là, il y a un chouette challenge à relever à ce niveau-là. On a aussi, et là, un gros chantier sur l'amélioration du geste de tri, parce qu'on n'est pas bon partout à Lyon. Et sur le geste de tri, on est plutôt mauvais. On a 30% de refus de tri, ce qui est énorme. Donc la première brique, c'était vraiment de s'attaquer aux déchets alimentaires, en se disant qu'en s'attaquant à ce gisement qui est très important, on va aussi permettre un meilleur dispatch entre bac gris, bac de collecte sélective, et moins de report de l'un à l'autre, parce que souvent quand un bac est complet, le geste facile c'est de le mettre dans la poubelle de tri en se disant de toute manière il y a un robot qui fait tout, qui va tout trier, donc tout va bien, mais non.
Donc on doit s'atteler à ce chantier et non des moindres avec, alors je pense à des campagnes de sensibilisation en porte-à-porte, des grosses campagnes de communication, enfin voilà, on a un gros chantier là-dessus. Et puis on a aussi un chantier qui touche, j'en parle ici parce que ça touche nos partenaires, nos opérateurs, et quelque part c'est un peu les bras armés de nos politiques publiques, c'est notre marché de collecte. Donc c'est un des plus gros marchés de la collectivité, donc là-dessus on va être très regardé, et sachant que c'est un milieu qui pendant des années n'a pas fait changer ses pratiques, finalement c'est de la collecte, quoi. Et là, on va essayer d'apporter une brique un peu plus qualitative, d'aller vers un marché global de performance. Donc c'est un gros travail en amont. C'est beaucoup de concertation en interne avec les opérateurs, voir comment on peut changer aussi la chaîne de valeur. Donc voilà, en espérant que tous ces chantiers-là nous amènent vers cette dynamique de réduction des déchets au global. Bah écoute, je te le souhaite. Véronique, toi, à la métropole de Grenoble, le cap était bien fixé, justement, avec cet objectif ambitieux de déployer la collecte sur tout le territoire avec une fréquence de 50 000 habitants, ce que tu disais en fait tout à l'heure, 50 nouveaux habitants desservis tous les 6 mois. Donc bien que votre objectif, a priori, soit tenu. Entre ce que vous vous étiez imaginé et la réalité du terrain, souvent il y a un gap. Est-ce que tu pourrais nous parler des adaptations, justement, que vous avez décidé de mettre en place en chemin, et justement votre nouvelle méthodologie et la nouvelle vision que vous avez à Grenoble? Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, une information importante sur la métropole de Grenoble, c'est le fait que 85% de l'habitat est de l'habitat collectif. Et effectivement, on était parti sur le principe de généraliser la collecte pour à peu près 350 000 habitants, et que ou même un peu plus, jusqu'à 400 000, et que les 50 autres derniers 1000 habitants seraient plutôt en solution de compostage individuel ou partagé. C'était l'idée de base. Assez rapidement, dès lors que nous avons lancé les déploiements, nous nous sommes rendus compte que quand même la maison était minoritaire mais présente, et qu'il était important de pouvoir proposer une solution de compostage, voire même de solutions de sites partagés pour certaines copropriétés. Et donc nous avons essayé justement de restructurer ça, parce que finalement à chaque déploiement nous laissions un peu la part de chaque commune nous laisser guider sur quelle modalité elle souhaitait mettre en œuvre, ce qui faisait qu'on arrivait à des solutions techniques de communication et d'équité de service qui correspondaient à aucune cohérence, et c'est ni tenable pour les services ni pour la population, et pas politiquement non plus. Donc on a retravaillé sur toutes nos communes, et nous avons créé une nomenclature que je vais vous présenter. Merci, oui, c'est ça. Voilà, on a catégorisé les communes, comme vous le voyez, sur le principe donc de se dire nous avons des communes qui sont très urbaines, qui ont un taux d'habitat collectif supérieur à 75%, avec des équipements nombreux. Et là, on propose donc une collecte, 100% de collecte pour l'habitat collectif, et puis 100% de collecte aussi pour la maison. Mais avec la possibilité quand même de choisir une solution de composteur. Ça, c'est parce que le nouveau prestataire en charge de la sensibilisation est capable de porter un double discours. Donc d'abord, on fait de la promotion de composteur, et si vraiment ce foyer est opposé au fait d'avoir une solution de compostage, alors on lui propose une solution de collecte. Encore une fois, cet habitat collectif étant tellement proche, la mixité de ce type d'habitat permettant d'optimiser les circuits de collecte. Et puis on a une deuxième catégorie, alors je vais peut-être pas vous raconter à chaque fois, mais l'idée c'est de dire que plus ça va, plus les communes sont petites, et moins la solution de collecte est proposée, notamment pour l'habitat individuel, voire même pas du tout pour l'habitat collectif. Si on prend la dernière catégorie, ce sont donc des toutes petites communes rurales assez éloignées, pour lesquelles, encore une fois, ça n'aurait pas de sens d'envoyer un camion et un bilan carbone qui serait plutôt défavorable, et pour lesquelles on propose donc des sites de compostage partagés pour l'habitat collectif, qui est vraiment en minorité, et 100% de compostage.
notre souhait, c'est vraiment de montrer qu'il y a une complémentarité dans les dispositifs et aussi donc de réduction des déchets. Encore une fois, moins on en produit ou plus on arrive à les gérer in situ et mieux on se portera à tous les niveaux, y compris économiques. Dans cette évolution de schéma et donc maintenant d'être un peu rigide vis-à-vis des communes, nous avons aussi choisi de décider de déployer différemment, c'est-à-dire qu'il y a toujours 2 phases de déploiement dans l'année. Une en automne qui est plutôt dédiée aux communes qui sont en solution de collecte pour laisser le temps aux habitants d'intégrer le geste du tri avant qu'on arrive aux premières nuisances estivales, parce que quand même oser se dire qu'il y a quand même quelques petites nuisances en été et que les histoires d'asticots, de moucherons, d'odeurs nous sont remontées quand même assez régulièrement. Le premier été est souvent très douloureux pour la population qui n'imagine pas que ces déchets-là vont générer ce genre de petites bestioles. Donc l'idée, c'est vraiment d'être stratégique et de faire en sorte que le geste de tri soit suffisamment intégré pour que finalement d'y renoncer, ça devienne un peu, gênant. On l'évoquait tout à l'heure. Voilà, l'idée est là. Et donc de maintenir une autre phase de déploiement plutôt au printemps, axée sur la promotion du compostage pour les communes qui sont principalement en compostage. Là aussi, c'est la meilleure période pour faire de la promotion de solutions de compostage. Donc voilà, il nous a fallu quand même ce temps de réflexion pour pouvoir arriver à un modèle un peu stabilisé et qui soit cohérent vis-à-vis de toutes les communes et de tous les usagers. Merci. Oui, donc on voit qu'il y a besoin des fois d'avoir un temps de réflexion, même quand on est en plein déploiement, de se reposer des questions, éventuellement d'adapter et de remodifier des choses. C'est ce qui est arrivé aussi donc, au SMICVAL, dans les collectivités qui sont pionnières, qui réfléchissent depuis aussi très longtemps sur la question et donc qui ont mis en place un modèle depuis plus de 20 ans. Tu nous as montré qu'il est toujours nécessaire de se réinventer dans ta première partie, de s'adapter, de pousser toujours un peu plus loin les objectifs. À 20 ans après cette mise en place, est-ce que tu pourrais nous parler, donc je crois que tu es en train de monter un nouveau modèle au SMICVAL. Quelle est la nouvelle stratégie que vous devriez mettre en place très prochainement, assez innovante aussi? Oui, alors c'est pas moi, c'est les 300 collaborateurs du SMICVAL, les élus et le territoire. Oui, on est en train de renverser la table pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que en l'occurrence sur la matière organique, mais aussi sur les autres flux, on plafonne. Réellement, la gestion des déchets, c'est un modèle qui est... Enfin, en tout cas, la gestion des déchets historiques, c'est un modèle à bout de souffle. Et donc, il y a 2 ans, les élus ont validé un projet extrêmement ambitieux, qui est le projet Impact. Je vais vous montrer une petite vidéo après, mais je finis juste sur ça. Impact, c'est quoi? C'est être en fait le premier territoire zéro waste de France. Zéro waste, c'est pas zéro déchet strict, c'est zéro déchet, zéro gaspillage. Donc c'est une philosophie de vie qui consiste à évidemment être sobre en termes d'utilisation des ressources matérielles, mais aussi en termes de ressources humaines, en termes de déplacement, en termes de pétrole. Et on imagine, vous pouvez vite dérouler évidemment le sujet. Ça va consister en quoi? Ça va consister en modifiant totalement notre stratégie et en estimant que c'est pas la technique en fait qui va régler nos problèmes de déchets sur le territoire, mais c'est le changement de comportement des usagers. Et donc petit à petit, vous imaginez qu'on est obligé de changer notre modèle. Moi, je suis ingénieur, j'ai plein de collègues aussi aujourd'hui dans la salle qui sont des techniciens, donc c'est changer les métiers. Donc on vient de recruter un certain nombre de nouveaux métiers, des sociologues, des designers, des gens qui vont nous aider à travailler le changement de comportement et changer le comportement pour redonner en fait le pouvoir d'agir aux citoyens. Parce que la réalité, c'est que quand vous avez un pourcentage de citoyens qui trient pas, on peut tous se dire je comprends pas, il est nul, il a rien compris, mais ça change rien. Et la réalité, c'est que si on ne travaille pas au changement de comportement, à comprendre les difficultés, quelles qu'elles soient, on n'y arrivera pas. Donc notre stratégie, c'est de mettre le paquet, vous l'aurez compris, sur le changement de comportement et évidemment le paquet sur la réduction des déchets. L'ambition, c'est de diviser par 2 la production de déchets d'ici 2027
avec l'arsenal, on va en parler rapidement, mais il y a de l'incitativité dedans, de passer sous les 100 kg d'OMR pour les 210 000 habitants, et etc. Enfin, bon, tout un tas d'autres objectifs. Pourquoi c'est intéressant au-delà strictement de l'enjeu déchets? C'est que derrière, on a une évasion fiscale sur notre territoire. Il faut bien imaginer que les 40 millions d'euros qui sont levés, aujourd'hui, ils ne restent pas sur le territoire. Et notre volonté, c'est que cet argent reste sur le territoire. Et donc ça va passer par un travail de relocalisation, un travail sur les circuits courts, un travail sur tous les outils, tous les leviers, tous les métiers de demain qui vont nous permettre de réduire les déchets, qui vont permettre aux habitants d'avoir des leviers pour permettre la réduction de déchets. Alors c'est simple, hein, vous voyez, le système de la MAP, la réparation, le réemploi et tous ces outils-là. Et puis enfin, le troisième point, c'est qu'on est dans un secteur qu'on appelle le secteur de la pauvreté, hein, en Nouvelle-Aquitaine. On a un vrai besoin social que l'argent, la fiscalité qui est récupérée sur le territoire reste sur le territoire pour faire évidemment recréer du lien et recréer et redonner confiance dans les citoyens. Alors on peut peut-être regarder là le film alors le film il est en avant-première. Je vous dirai pas que vous l'avez vu parce qu'en fait je devais pas le montrer. Il est juste sorti. Même mes collègues l'ont pas encore vu. Donc et citoyens du Libournais et de la Haute-Gironde, c'est avec une joie non dissimulée et même une certaine pointe d'émotion que je vous propose de remonter dans le passé. Il y a un peu plus d'un demi-siècle, lorsque nous avons adhéré au projet Impact. Je revois l'ambiance grisante des premiers jours où les badauds découvraient timidement les magasins de produits en vrac. Les voisins se réjouissaient ensemble de déguster les fruits et légumes que les uns avaient fait pousser avec le compostage des résidus de tonte des autres. Quel vent de liberté, d'émancipation soufflait alors sur cette grande époque où collectivement nous décidâmes de relocaliser nos activités, de faire le pari de la réduction de nos jetables, de considérer les déchets des uns comme les ressources des autres et de repenser notre belle et vigoureuse économie locale dans une logique coopérative et circulaire. Quelle clairvoyance avons-nous eu de comprendre que des solutions simples et pragmatiques, comme le consignage de nos bouteilles, le compostage de nos déchets biologiques, la mutualisation des biens ou encore le boycott de l'obsolescence programmée étaient le salut de notre futur. Soyons fiers, citoyens et citoyennes, d'avoir fait bloc face aux logiques productivistes et consuméristes qui empoisonnaient nos quotidiens et nos belles campagnes. Qui peut imaginer aujourd'hui quelle serait la situation si nous n'avions pas fait preuve de bon sens et de clairvoyance quand nous en avions encore le temps? Bon, ça me fait plaisir, c'est un bon test, du coup. Donc vous voyez quand même l'ambition politique hein, sur le territoire, elle n'est pas simple, hein, ce film il n'est pas simple, mais enfin en tout cas il met dans le plat en termes d'enjeux. Juste pour terminer, l'enjeu sur la matière organique pour nous, ça va être un enjeu, donc on travaille actuellement avec une batterie de bureaux d'études, de cabinets spécialisés, sociologues, designers, même philosophes, pour essayer d'identifier la totalité il faut qu'on comprenne absolument la totalité des obstacles qui existent dans la gestion des déchets et en l'occurrence sur l'organique. Donc on est en train de faire ce travail, il y a un travail de littérature qui a été fait et aujourd'hui un travail de porte à porte. On discute avec les habitants, avec les maraîchers, avec les entreprises pour essayer de comprendre quels sont les obstacles, pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à détourner plus de matière organique et pourquoi on en produit autant. À partir de là, on va assez rapidement, comme on l'a déjà fait sur un autre sujet, je finirai par ça, on va identifier de multiples actions qu'on commence à pressentir. Alors évidemment, il va falloir déconstruire tout un tas de représentations hein, qu'on a sur l'organique en tant que tel. Ça sent pas bon, c'est dégueulasse, etc. Et puis, il va falloir certainement, et c'est la solution, là en l'occurrence technique, qu'on va développer. On sent que
on va très certainement, enfin c'est même sûr, développer la collecte des biodéchets sur les 210 000 habitants dans les mois, dans les années à venir, mais de façon extrêmement hybride. En fait, on va donner la possibilité à la totalité des habitants d'avoir des solutions multiples, puisqu'ils sont tous différents. Ils ont tous des obstacles différents. Donc très certainement, certains choisiront d'être formés au gaspillage alimentaire, d'autres au compostage individuel, d'autres au compostage de quartier. On va très certainement proposer des poules, des poulaillers collectifs, peut-être évidemment de la collecte en porte-à-porte, collecte en apport volontaire, c'est la question qui se pose aujourd'hui. En tout cas, la totalité des habitants auront une offre de services complète qui permettra de répondre aux obstacles qu'ils sont obligés de lever individuellement. C'est ça en fait la philosophie qu'on est en train de développer, et tout ça évidemment associé à d'autres éléments qui ont été précisés dans cette vidéo, c'est-à-dire l'accès à l'achat au vrac et tout un tas d'autres solutions que la société doit apporter sur le territoire pour pouvoir évidemment maîtriser l'organique. Ce dispositif sera complété évidemment par une fiscalité une fiscalité incitative. On se dit même qu'on pourrait peut-être même rémunérer certains gestes. C'est une question qui se pose. Et en tout cas, il faudra effectivement que le signal prix soit un sujet qui soit abordé dans le changement de comportement. Ça n'en est qu'un. Malheureusement, on pense que c'est souvent qu'un outil. En fait, c'en est qu'un parmi plein d'autres. Et pour terminer, c'est possible, hein. On vient de le faire sur la tonte et les feuilles, hein, puisqu'on a ce processus d'identification des leviers de comportement, il permet de travailler justement la représentation et d'aller, in fine, d'aboutir. En avant-première, on peut annoncer, hein, la semaine dernière, les élus du SMICVAL ont annoncé l'interdiction de la tonte et des feuilles. Et donc c'est terminé, le SMICVAL ne collectera plus et ne prendra plus en charge définitivement la tonte et les feuilles, estimant que ce n'est pas un déchet. Donc vous voyez qu'on peut tout à fait prendre des décisions assez fortes et qui doivent être à différents niveaux, au niveau individuel comme au niveau de la règle et de la norme collective pour changer les choses. Et en termes de biodéchets, c'est l'enjeu majeur. Voilà. Merci. Beaucoup. Ouais. C'est vrai. Non, mais c'est une décision très forte, hein, qui a été prise au SMICVAL là, dernièrement. Et du coup, Édouard et Stéphane, j'ai deux questions à vous poser justement face à ces nouvelles visions, à cette évolution très rapide que prennent certaines collectivités et que j'espère prendront les autres collectivités, comme on peut le voir à travers les témoignages qu'on a eus là aujourd'hui. Quelle est votre réponse, vos solutions, votre stratégie pour adapter justement, vous adapter aux différents besoins et demandes collectivités ou professionnelles, justement dans ces solutions un peu hybrides qu'il peut y avoir. Ma deuxième question, c'est aussi, là ça va un peu plus dans la première partie, vous en avez déjà un peu répondu, mais d'où tirez-vous cette sensibilité aussi, vous, sur la qualité en fait des produits et issus de la filière organique en fait des biodéchets? Là où on a été touché au départ, c'est qu'on pense que cette matière, il doit y avoir un retour au sol. Sous deux formes. La première, pour nous, c'est le compostage, très important. Donc on a bien entendu une filière qui permet aussi à Moulineau de montrer l'économie circulaire avec nos professionnels. On a des acteurs aujourd'hui qui produisent des légumes donc on peut expliquer à nos professionnels de la restauration, quand on collecte vos déchets, il y a une partie, on fait du compost, on va le vendre, parce qu'on vend le compost, on est une entreprise, on est obligé de gagner de l'argent, on vend notre compost au maraîcher qui remet des légumes dans le restaurant. Ça, c'est une première étape. Et puis aussi, on vend du compost aussi pour vous, les particuliers, pour que vos fraises soient très bonnes sur votre petit balcon, que vos plantes soient belles et poussent bien. Ça, c'est important. On a 2 canaux de distribution. Et le reste, on a pensé que notre métier, et le cœur de métier, c'est quand même de préparer cette matière dans notre unité, au mieux possible, avec un minimum d'impureté. On est dans la matière première. Et derrière ça, qui y a de mieux pour gérer l'énergie et le retour au sol? Nous, on a pris parti de travailler avec des partenaires agriculteurs. On prépare la matière, on leur amène. Eux, ils ont un nouveau métier aussi, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, mais ils produisent du gaz. Et le gaz est réinjecté, pareil, sur leur région.
et derrière, ils maîtrisent le retour au sol de leur amendement. Et nos partenaires, ce sont leur sol. Donc, c'est là où on est vraiment ravis. Voilà, on fait que notre métier. Oui, il y a Edouard qui veut compléter. Oui, et simplement pour revenir sur la stratégie nous concernant, moi je dirais il y a deux choses. Enfin, ça a été dit hein, et les exemples l'ont montré pour nous. Les clés de la réussite, y compris économique, c'est de proposer aussi des solutions aux assimilés. Ça c'est très important pour nous. Si la collectivité prend en charge leurs déchets résiduels, recyclables, eh bien la collectivité doit être force de proposition pour les biodéchets aussi, avec si possible une incitativité également. Et la deuxième chose sur notre stratégie, tout simplement, c'est de proposer des solutions techniques aussi larges que possible. Avec demain de la gestion de proximité, on forme des gens en interne effectivement au métier de maître composteur pour pourquoi pas demain animer effectivement ces réseaux de composteurs partagés. Bien sûr, on forme au métier d'éco-animateur aussi, de la collecte séparée sous différentes formes. Et pour nous, je pense que les exemples d'aujourd'hui l'ont bien illustré. Il faut qu'il y ait au maximum une superposition des solutions pour que chacun y trouve son compte en fonction de l'investissement qu'il est prêt à donner pour qu'on soit bien dans cet objectif, je pense, et cet esprit de généralisation tel que c'est attendu. Merci beaucoup. On me fait signe que la table ronde doit je suis vraiment désolée, doit se terminer. Natacha, il n'y a pas possibilité de prendre deux questions avant la conclusion ou D'accord. Donc on va prendre deux questions. Il y avait un monsieur tout à l'heure qui voulait souhaiter poser une question et j'ai un monsieur là-bas qui me... Mais voilà, vous pourrez nous poser des questions après éventuellement et prendre nos contacts et on sera ravis de répondre à... Oui. Tu veux peut-être le dire? Tu le dis à la fin, c'est ça? D'accord. Ok. Oui, allez-y. Merci. Bonjour toutes et à tous. Ma question, en fait, concerne les composteurs collectifs. En fait, d'après une expérience personnelle, j'ai vu que dans certains cas, en fait, il y a les habitants qui sont motivés, ils compostent, ils jouent le jeu. Et dans d'autres cas, les habitants, ils sont motivés au début. Et cette motivation, en fait, elle se perd avec le temps. Et du coup, on trouve, en fait, des habitants qui font toutes les tâches. Ou même, en fait, dans certains cas, les habitants abandonnent, en fait, tellement il y a plusieurs tâches, en fait. Ça demande des tâches, par exemple, pour la provision du broyat, le mélange. C'est des tâches qui ne sont pas dans le quotidien, mais ça demande parfois un travail d'1 heure, 2 heures. Donc, j'ai eu 2-3 cas que j'ai vus comme ça, que les habitants ont abandonné. Donc, en fait, ma question, c'est aux collectivités. Est-ce que, en fait, vous avez eu des cas comme ça et est-ce que vous avez des solutions parce qu'en fait, là, on est dans des solutions, en fait, sur le long terme. Donc, sur le long terme, qu'est-ce que vous, en fait, vous suggérez à ça? Merci. Vas-y. Oui, alors effectivement, pour Lyon, on se pose énormément la question, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le compostage collectif, ça ne marche pas, ça ne se déroule pas tout seul. L'idée, c'est de se dire que c'est dans notre compétence, à nous, collectivités, et donc on se doit de prendre en charge un maximum de choses et d'accompagner au maximum ces sites de composteurs collectifs. Donc, vous l'avez dit, par l'approvisionnement de broyat, on y travaille à trouver la bonne filière, la bonne organisation pour que les livraisons soient le plus simplifiées possible et qu'ils n'aient même pas à faire trop de démarches là-dessus. Il y a ensuite, effectivement, le collectif aussi. C'est un peu là-dessus que tout repose, c'est sur le collectif. Et on s'est rendu compte que les sites de composteurs collectifs, ils tenaient aussi parce qu'il y avait une émulation qui se formait et surtout un lien social qui se crée autour de ça. Et après, le compostage devenait finalement un prétexte pour se retrouver, pour échanger. Et malheureusement, la crise sanitaire est venue casser un peu cette dynamique-là. Donc à nous aussi de retrouver du sens et de le redonner à ces initiatives-là. Je pense que dans des cas particuliers comme des grosses copropriétés, des pieds d'immeubles, les bailleurs sociaux, on va avoir du répondant. Il y a une vraie demande. On peut trouver une logique avec peut-être du compostage encadré où des agents métropolitains viendraient faire ces fameuses tâches
un peu pas très glamour, de retournement, d'apport de broyat, etc. Finalement, c'est pas grand-chose à faire. Donc voilà, à voir comment on y réfléchit en tout cas activement à faire du compostage encadré pour qu'il n'y ait plus que le meilleur pour les habitants. D'accord, merci. Merci beaucoup. Natacha, est-ce qu'on peut prendre une dernière question ou c'est pas possible? Comment? Une petite question très courte. Vous avez déjà posé une question, du coup je donne la parole à une dame qui n'a pas encore posé de question. Bonjour, simplement sur une question quantitative sur le flux cible. Ce que j'entends sur les déchets organiques alimentaires par personne, c'est 60 kg par an par habitant. Mais ce que vous venez de dire, ça laisserait penser à beaucoup plus, puisque vous dites 40% des gens font 40 kg, ça ferait donc 4 x 4, 16, 160 kg par an par habitant, plutôt que 60 kg par an par habitant. Donc quel est le vrai chiffre de la cible de déchets organiques par personne par habitant? Si. Vas-y Edouard. Non, mais, si vous prenez les chiffres officiels de l'ADEME, les plus récents, ils parlent de 83 kilos, pour être exact, de déchets alimentaires par habitant et par an. Après, effectivement, on peut s'additionner les déchets verts, et c'est aussi ce qui fait cet effet de bord, qui ne sont pas comptabilisés dedans. Et derrière, effectivement, tout le monde ne faisant pas le tri, on arrive à des taux de détournement qu'évoquait Nicolas de 35-40 kilos, je pense, par habitant et par an. Oui, et puis les pros, qui sont difficilement identifiables dans les collectes. Je vous ai dit qu'il y avait une collecte des biodéchets qui était en mutualisation particulier professionnel. Donc on le ramène évidemment à la population, mais si évidemment vous collectez au milieu d'une collecte 2-3 groupes scolaires, évidemment vos chiffres bougent tout de suite, quoi. Ok, merci beaucoup, merci à tous, merci à tous les 5 pour ces échanges vraiment très riches. Donc on voit, comme vous pouvez le voir, le sujet qui est vraiment très dense et que, oui, je te laisse la parole après à Stéphane, que c'est vraiment le défi du moment qu'ont à relever les collectivités. Et c'est maintenant. De nombreuses solutions existent, vous avez vu, pour réussir ce tri. Libre à chaque collectivité de choisir les solutions qui conviennent au mieux à son territoire. On voit aussi bien que les questions qui se posent dans des territoires plutôt métropolitains sont les mêmes questions qui se posent dans les territoires peut-être plus ruraux, dans d'autres territoires. Et donc les approches du sujet sont vraiment identiques. Donc voilà, ce qui est intéressant dans cette table ronde aussi, c'est de voir que vous avez vraiment une vision et des solutions plutôt systémiques, sociologiques et comportementales que techniques. Vous mettez vraiment l'usager au cœur du dispositif. Et comme vous l'avez bien fait remarquer, ce n'est pas une fin en soi. Ça évolue constamment. Il est donc nécessaire de savoir s'adapter et de rester agile, d'innover. J'avais prévu que chacun puisse donner une petite phrase. On ne le fait pas. Il y a juste Stéphane qui veut dire un petit mot. Et puis après, je vous dis juste encore merci à tous. Merci à Polytech. Merci Natacha pour cette organisation. Et voilà, je vous invite à nous contacter si vous avez besoin d'avoir plus d'informations et de questions. Et je vous souhaite à tous et tous une agréable journée et un bon salon. Et au revoir, à bientôt. J'espère. Stéphane, je t'en prie. Merci. Moi, j'ai juste un mot à dire. C'est le sens de l'histoire. Il faut y aller. De toute façon, quoi qu'il arrive, on ira. Vous avez à votre disposition des petits sachets de compostage haute couture qui ont été faits par Moulineau, bien entendu. Et nous sommes aussi présents à Polytech dans un petit stand, mais merveilleux, qui est au niveau C2, C60. Là, je vois des mains qui se lèvent. 2C60. Voilà. Merci à tous, en tout cas. Merci.